Vous écoutez Les Voix de la réussite, un podcast qui célèbre la diversité des parcours professionnels et des histoires inspirantes de notre communauté. Rejoignez-nous pour explorer les voies authentiques de ceux et celles qui ont surmonté des défis et réalisé leurs rêves. Présenté par Jonathan Laplante de l'entreprise Le Répertoire, connectez-vous à la richesse des talents de notre région. Cette émission est enregistrée dans les locaux de la SADC Saint-Hyacinthe-Acton. Bonne écoute. Bienvenue au podcast Les Voix de la réussite. J'ai avec moi François Saint-Amand qui a eu un rôle important dans l'évolution de Soudure Richard Saint-Amand, une entreprise reconnue pour ses équipements en déneigement et excavation. Tu as été également président sur le conseil d'administration du CFR d'Actonville et maintenant celui de la SADC Saint-Hyacinthe-Acton. Donc, François, tu choses des grandes bottes? Ben, en fait, des grandes bottes, c'est le... Ben, à la SADC, de poursuivre l'héritage ou le parcours de Philippe Picard qui a été là pendant 13 ans, mais on a fait une transition dans les dernières années. Donc, j'ai été administrateur. Ensuite, j'ai été vice-président pendant 2 ans. Puis, Philippe avait le désir à un moment donné de passer le flambeau. Fait qu'on l'a préparé ensemble. C'est-à-dire que dans la dernière année, j'ai présidé plusieurs conseils, plusieurs CA, plusieurs comités d'investissement. Puis, pour que graduellement, je m'habitue aux fonctions. Puis en juin, Philippe est resté avec nous au sein du CA. Donc, j'ai encore quelqu'un sur qui je peux m'appuyer. Puis, c'est tout frais, là. Oui, c'est ce mois de juin, là, à notre dernière assemblée générale. Donc, fait que tu as prêté ses bottes pour que tu puisses continuer. Oui, c'est ça. Disons que la culture, Philippe a mis en place une culture d'ouverture, de discussion, de dynamisme au sein du CA. Puis moi, je vais absolument continuer ça. Si on veut compter sur des membres de qualité, ce qu'on a en ce moment, il faut être ouvert. Puis Philippe avait ce talent-là. Je parle au passé, là, mais encore ce talent-là. Là, il est toujours vivant, d'ailleurs. Oui, c'est toujours vivant. Puis encore très, très impliqué avec nous autres. Mais c'est ce que j'ai remarqué le plus. C'est ce que je veux conserver, cette espèce d'ouverture-là envers les membres, puis de faire parler les gens, puis d'être dynamique aussi. Oui. Fait que finalement, il y avait une belle formule, puis toi, c'est important. Moi, j'ai appris de lui. C'est moi qui ai posé ma candidature pour être au CA de la SADC il y a déjà 7 ans, parce que je voulais apprendre à être administrateur. Parce que être propriétaire d'entreprise, être entrepreneur, quand tu es d'une entreprise privée, je disais souvent en blague que tu es un peu un dictateur. Tu peux faire ce que tu veux. Là, je caricature, là. Mais ça reste que quand tu es dans le privé, tu fais ce que tu veux. Alors que d'avoir un rôle d'administrateur, c'est le contraire. Tu travailles de façon démocratique avec un comité. Tu peux être en désaccord, tu peux faire valoir tes opinions, mais au final, tu te rallies à la majorité, puis tu dois te sentir bien là-dedans. Donc, c'est une façon de travailler qui est complètement différente. Lorsque tu es habitué d'être seul capitaine de ton bateau, tu deviens administrateur, tu apprends l'humilité parce que des fois, ton opinion est très marginale, puis pourtant, pour toi, c'est l'évidence. Mais tu dois apprendre à vivre avec ça. Puis moi, je voulais apprendre à être administrateur. Puis j'ai choisi la SADC parce que je savais que c'est une organisation de grande qualité, puis je n'ai pas été déçu. J'ai fait ça au travers de la pandémie. J'ai continué à travers... j'avais un horaire chargé, mais je n'ai jamais remis en question mon implication parce que j'aime ça. C'est important. Cette organisation-là. J'apprends encore aujourd'hui. Je suis très fier d'avoir fait les échelons puis que les gens m'ont fait confiance aussi parce que être président, il faut que les gens te fassent confiance. C'est le CA qui dit oui, on a confiance que tu puisses être notre président puis être notre porte-parole. Puis nous, c'est moi qui préside les rencontres. J'ai une bonne relation avec une excellente relation, même, je dirais, avec la direction générale. Puis ça, c'est super important. Donc, effectivement, faut qu'il y ait une chimie, là. Fait que, les bottes, oui, mais on l'a préparé, puis j'ai pas été garoché, là. Au contraire, j'ai été supporté, puis j'ai appris, puis... puis t'es pas arrivé sur le fly aussi, là. Ça faisait déjà un moment, t'étais là, t'as vu la game. Exactement. Puis... Évidemment, les premières années... puis c'est même Philippe qui disait ça au début, puis je suis d'accord avec lui. Tu arrives là, tu te demandes ce que tu fais là, qu'est-ce que ça va être quoi ton rôle, qu'est-ce que tu vas avoir à faire. Puis avec le temps, là, tu deviens compétent. On se demande toujours aussi un peu, on apporte quoi? C'est quoi qu'on va apporter? C'est la question qu'on peut se poser. C'est pas nécessairement évident au début, mais on le voit avec le temps, la constance aussi. Là. On a la chance d'avoir un CA qui est très, très fidèle. Les gens
font plusieurs années avec nous. Là. On a eu très peu on a eu un petit peu plus pendant la pandémie. Évidemment, c'est une période assez particulière pour tout le monde. Mais là, on voit que l'équipe est solide, le CA est solide. Puis ça fait évoluer l'organisation parce que au début, tu es en phase d'apprentissage comme administrateur, mais ça prend un certain temps avant que tu sois vraiment administrateur, de pouvoir comprendre le processus puis de vivre un cycle annuel de budget, de fonds d'investissement, de provision, d'assemblée générale. Au début, tu apprends, puis tu ne sais pas trop où tu t'en vas. Puis il y a un jargon associé aussi au développement économique que, comme entrepreneur, tu ne maîtrises pas au début. Tu viens qu'à le maîtriser avec le temps, mais ça prend un certain temps. Donc, au départ, c'est plus de l'apprentissage. Donc, c'est souvent dans la deuxième année comme administrateur que tu deviens vraiment administrateur. Ouais, tu as eu le temps de justement découvrir qui est à table, comment ça fonctionne, puis ça te laisse une chance d'évoluer plus facilement après. Là. Oui, absolument. Mais on en reviendra plus en détail justement dans ce côté-là, parce que j'aimerais qu'on puisse connaître ton parcours. Mettons ton parcours jusqu'à ton arrivée là, à SSTA. C'est un parcours assez sinueux, en fait. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui ont un parcours assez linéaire. Moi, mon père avait une entreprise, mais moi, dans ma tête, je ne me dirigeais pas comme entrepreneur. L'entreprise, c'était peut-être aussi un peu trop petite parce que moi, je ne suis pas un technicien, je n'étais pas un gars d'usine, je ne suis pas un gars d'usine. Mais tu avais quel âge quand que ton père a démarré l'entreprise? J'étais jeune, c'était en 1990 qu'il a fondé l'entreprise, donc j'avais 7 ans. Mais j'avais C'est pas là des fois qu'on se dit moi. Non, mais il y a des gens qui vont être appelé à travailler dans l'usine. J'aurais pu être un enfant très intéressé par le travail manuel, par la soudure, par les travaux, mais j'étais plus intellectuel. À l'école, j'avais de la facilité, puis j'étais beaucoup plus du côté intellectuel qu'un manuel. Fait que j'ai toujours envisagé mon futur comme étant intellectuel, mon travail. Fait que j'ai poursuivi là-dedans, puis mes parents ont toujours été très, très ouverts. Fais ce que tu veux dans la vie tant que tu es heureux. Puis on va t'appuyer là-dedans. Puis il n'y a jamais eu de pression par rapport à l'entreprise familiale. Tu n'as pas été forcé. Pas du tout. Tu vas faire la relève. Puis... Non, pas du tout. Puis l'été, j'ai eu l'opportunité de travailler là, mais en même temps, j'ai eu l'opportunité de faire plein d'autres choses l'été parce que justement, mes parents, mon père me disait « Fais ce que tu veux tant que ça te plaît. » J'ai travaillé pour la municipalité d'Acton au loisir. J'ai été même... sérieux? Durant l'été, je m'occupais des terrains de baseball. J'ai été journaliste remplaçant de la pensée 2 étés pendant que j'étais au cégep. J'ai quelle année? 2002-2003, si ma mémoire est bonne, juste avant l'université. OK. Michel Doré, directeur de la pensée, on se croise dans un vestiaire de hockey. J'ai dit ça, que j'ai de l'intérêt, je vais au cégep. Tu cherches-tu quelqu'un... j'aurais de l'intérêt là-dedans. Je ne sais pas pourquoi, en fait. Puis là, tu étais au cégep en quoi à cette époque-là? Je faisais sciences humaines. Sciences humaines. J'ai débuté en sciences nature, puis je me suis aperçu que c'était pas pour moi la chimie, les maths, la physique. Ça a fait ses efforts. Le passage de secondaire à cégep a fait ses efforts. Là, il a fallu que je me remette un petit peu en question. Puis en sciences humaines, j'ai découvert la science politique, même la philo. Je détestais pas la philo non plus. Puis là, je me dis, finalement, je suis probablement plus un gars de sciences humaines qu'un sciences nature. J'ai fait une session en sciences nature. Après ça, j'ai fait sciences humaines. Sachant pas trop où je voulais aller à l'université avec ça, mais je savais que je voulais aller à l'université. Bon. C'était ton départ, finalement. Oui, moi, dans ma tête, c'était clair. Je ne sais pas pourquoi. Je ne me suis jamais trop posé de questions par rapport à ça. Puis, à la fin du cégep, différentes choses. J'ai hésité entre... politique, sciences politiques, parce que j'aimais beaucoup la politique. J'ai fait d'ailleurs le Parlement étudiant quand j'étais au Cégep Antique. Donc, le Parlement étudiant, c'est une semaine où les étudiants reproduisent le Parlement à Québec dans le Salon Bleu. Ah, là-bas direct? Oui, absolument. Okay. On est là-bas comme député. Moi, j'étais dans l'opposition, entre guillemets. Okay. Ça a été c'est une semaine ou quelques jours, je ne me rappelle plus, là, mais ça a été vraiment extraordinaire comme expérience. Puis, il y avait aussi criminologie qui m'intéressait. Une branche un nouveau programme, ça faisait peut-être 2 ans à l'époque que ce programme-là existait, qui s'appelait Sécurité et études policières. Donc, Sécurité et études policières devait former des experts en sécurité intérieure, donc sécurité privée, analyse criminelle, travailler pour des grandes entreprises, dont Hydro-Québec, la plupart des grandes entreprises ont des services de sécurité. Donc, puis comment t'es arrivé à connaître qu'il y avait ce programme-là? C'est une bonne question, je ne me rappelle pas exactement. C'est peut-être une porte ouverte où
Je me rappelle pas exactement. Là, je ne me rappelle pas exactement comment j'ai trouvé ce programme-là. Tu ne voyais pas nécessairement criminologie, mais il y a un processus qui est arrivé que tu es tombé là. La criminologie m'intéressait un peu moins parce que c'est beaucoup plus axé sur la relation d'aide. C'est moins mon profil, disons. Là. La criminologie, c'est une discipline qui travaille plus au niveau de l'évaluation et la réintégration des individus. Moi, je me voyais plus de l'autre côté, c'est-à-dire plus au niveau répression, si on peut dire ça comme ça. Là. Du côté plus policier que du côté du système carcéral ou dans les maisons de transition, des choses comme ça. Puis là, j'ai trouvé ce programme-là qui était super intéressant. Fait que je me suis inscrit. Mon deuxième choix, c'était sciences politiques. Fait que j'ai fait ça. J'ai fait sécurité d'études policières à l'Université de Montréal. Y a-tu beaucoup de gens qui connaissent ton parcours dans ton cheminement professionnel? Là? Non, je pense pas. C'est intéressant, sérieux. Non, je pense pas. Puis pendant ce temps-là, l'entreprise CSTA continuait de grossir. Mon père faisait sa petite affaire, puis continuait à la faire évoluer. Puis moi, à l'université, je me demandais après mon bac ce que je faisais. Donc là, j'ai testé un peu, j'ai commencé ma scolarité de maîtrise. Je pense que j'en avais soupé un petit peu de la théorie. J'ai commencé je suis allé à Polytechnique en sécurité civile. C'était un diplôme d'études supérieures en sécurité civile. J'ai fait une session où ça me plaisait moyen parce que c'était hyper technique. Puis finalement, j'avais un de mes grands amis qui travaillait pour une firme de consultants en mesure d'urgence. Donc, plan d'évacuation, formation. Et la spécialité, c'était les établissements de santé. Donc, CHSLD, centre de réadaptation, hôpitaux. Donc, j'ai rentré en contact avec... Quoi faire en cas d'évacuation? C'était une mini PME. En fait, il y avait mon patron, mon grand chum, une adjointe, puis des formateurs à temps partiel. OK. Puis je rencontre le patron, puis là, il me dit, là, je suis une petite équipe, mais je sais pas trop. Puis, on va te trouver de la place, là. Tu occupes-toi de la formation, puis tu feras les mandats un petit peu. J'ai commencé comme ça. Puis rendu là, tu avais terminé tes études. J'avais terminé mes études. Durant mes études, j'ai travaillé l'été pour Hydro-Québec à la sécurité industrielle. Donc, je faisais l'inspection des postes de transport d'électricité. C'était dans la période où le journaliste Christian Latreille a rentré à LG2. Peut-être que tu ne te souviens pas de ça, là, mais ça a été une bombe là, chez Hydro-Québec. Il a fait un reportage, puis il marchait. Il n'a jamais été arrêté, les portes à débarrer, puis il s'est rendu jusque dans le fin fond de la centrale en marchant tout simplement, puis il a pris des images, tout ça. Comme si c'était un employé. Suite à ça, là, ils ont engagé beaucoup de monde pour sécuriser les installations. Puis j'ai été engagé comme étudiant chez Hydro-Québec pendant 2 ans. Ah ouais, c'est une belle expérience. Hein? C'était une belle expérience, mais c'est là que j'ai compris que j'étais pas faite pour les grandes entreprises. OK. Parce que le cadre, c'est un cadre, puis c'est correct, puis c'est tout à fait normal. Une entreprise de la taille d'Hydro-Québec doit être hyper normée, hyper encadrée, puis c'est correct. Mais toi, c'est cette partie-là qui te plaît moins? Je trouvais ça difficile parce que l'initiative ou la variété n'est pas là. Quand tu travailles en PME, c'est pas ce que tu es censé faire. En PME, tu fais ce qui doit être fait. Puis c'est ce que j'aime parce que quand j'ai travaillé comme consultant dans la petite boîte, on ne se posait pas la question, est-ce que c'est à moi de faire ça? S'il y avait un mandat qui rentrait puis il n'y avait pas de ressources, on me demandait de le faire, mais tu ne te posais pas de questions, tu le faisais. Alors que chez Hydro-Québec, est-ce que tu as la classe d'emploi? Est-ce que tu as la formation? Es-tu habilité? C'est très, très lourd, mais il y a des gens qui sont très, très à l'aise là-dedans. Mais moi, je ne l'étais pas. Je ne l'étais pas. Ça fait pas partie de ta personnalité. Tu fais un travail qui est répétitif. J'ai fait beaucoup de routes. J'ai vu le Québec. J'ai visité la plupart des centrales. Je les ai vues. J'étais payé pour ça. Très bien traité pour de ça, mais je trouvais pas que... Il manquait de quoi? Il manquait quelque chose. Fait que là, la petite firme de consultants, là, ça fitait bien pour moi, là, parce que là, il n'y avait pas une journée qui était pareille. On avait accès directement au patron. On pouvait se virer sur un 10 cents, puis c'est ce que j'aimais. C'était mon autre point. T'avais-tu l'impression justement que c'était plus une approche humaine? Ah, bien, définitivement. Parce que quand c'est énorme, à un moment donné, tu as l'impression quasiment d'être juste un stamp. Là, Non, définitivement. Puis ce patron-là, c'est un type qui... Les relations humaines passaient avant tout. Avant l'argent, avant la business, avant tout.
Donc, on se sentait... Avant la sécurité. Avant tout. Avant tout. Mais, tu sais, c'est quelqu'un que j'ai encore énormément de respect parce que ça a été mon premier vrai patron. Tu peux pas demander mieux comme premier patron. Là, il aurait tout fait pour qu'on soit heureux. Puis, avec le temps, ben moi, je l'aidais beaucoup au niveau du développement des affaires, au niveau de son modèle d'affaires. Puis, il a bien vu que ça m'intéressait le côté affaires. C'était plus fort que moi. Ça m'intéressait de me rapprocher de la direction. Puis, c'était quelle partie? C'est quoi en tant que tel qui t'intéressait le plus là-dedans? C'est... d'avoir au niveau du développement des affaires, faire grossir l'entreprise. Lui, il avait déjà à l'époque, je ne me rappelle plus quel âge qu'il avait, là, mais il devait déjà commencer à penser à sa relève. Il n'y en avait pas. Puis ben moi, j'étais là. Fait que pourquoi pas? Fait que j'ai sauté sur l'opportunité. Je voulais l'aider dans le développement de ses affaires. Les nouveaux clients, c'est moi qui les rencontrais. Les plans de formation ou les offres de services, mais de plus en plus, je me mêlais des offres de services. Puis à un moment donné, il m'a dit pourquoi tu ne viendrais pas associer? Ça ne te tente pas? J'ai dit, ça pourrait me tenter, oui. Fait que là, on était en 2008, si ma mémoire est bonne. Puis je pars avec ça. Puis, ça serait intéressant de devenir associé. Petite boîte, mais ça me plaisait parce que on travaillait fort, mais l'été, il ne se passait pas grand-chose dans le réseau de la santé. On avait l'été disponible, à Noël, presque un mois, mais quand on travaillait très fort. Mais c'était des contrats. J'ai fait des choses que personne n'a faites dans le domaine de la sécurité ou à peu près. On travaillait dans les hôpitaux, on a évacué des unités de soins, on a simulé des alertes à la bombe, on a fait des procédures pour faire sur des hélipads, on a fait des trucs. J'ai visité c'est un peu glauque, mais en même temps, c'est super intéressant. J'ai visité des hôpitaux psychiatriques, on a évalué, on a formé des gens en institut psychiatrique au niveau des incendies. Passionnant. C'était super le fun. Puis bon, là, je réfléchissais à ça. Je me disais, c'est peut-être pour moi, ça, une PME, une très petite PME. Puis j'en ai parlé avec mon père. Puis là, je dis, qu'est-ce que tu en penses? Veux-tu m'aider? J'aimerais ça acheter une partie de l'entreprise. Ça. Puis il m'a dit, si tu veux vraiment faire ça, c'est sûr que je vais t'aider. Comme mes parents m'ont toujours supporté. Mais il dit, là, moi, je suis rendu au point que je voudrais agrandir l'usine puis là, en même temps, c'est difficile d'agrandir l'usine sur le terrain où on est sur la route 116. Si tu venais m'aider, puis tu veux l'essayer, on pourrait bâtir une nouvelle usine dans le parc industriel. Viens l'essayer. Tu as fini ton bac, tu es scolarisé. Puis si tu n'aimes pas ça, tu retourneras dans ton domaine, puis ça ne sera pas plus grave que ça. Mais si tu viens, je vais te faire de la place. Puis on va bâtir une nouvelle usine dans le parc. Je suis parti avec ça. Belle opportunité. Oui, je suis parti avec ça, mais c'était quand même tout un chambardement. Là. Moi, j'habitais à Montréal. Là, t'avais quel âge rendu là, à peu près? On était en 2008, donc 25 ans. Quand même. Grosso modo. 25 ans. Puis, ma vie, moi, était à Montréal. J'habitais dans Rosemont Petite-Patrie. Mes clients étaient à Montréal. Je me demandais justement, là, t'étais plus du coin. Non. Moi, à partir du cégep, j'ai quitté la maison. Puis là, j'ai habité à Montréal. Puis j'aimais Montréal. C'est facile d'étudier là-bas. Oui, puis j'aimais la vie. Quand t'es jeune professionnel à Montréal, c'est agréable. Puis mes clients étaient là. Puis, à l'époque, le télétravail, c'était pas à la mode. Mais moi, je faisais du télétravail. Mon bureau était à la maison parce que nos clients étaient tous à Montréal, puis le bureau était en campagne. Donc, mon patron, j'avais une ligne téléphonique chez nous qui me payait pour recevoir les appels de mes clients parce que c'était beaucoup plus rentable. Fait que ma vie était à Montréal, en veston-cravate, chez des clients, dans les hôpitaux. Puis là, du jour au lendemain, OK, Actonville, OK, ça change l'usine de soudure, mais il y a quelque chose... beaucoup. Là. Il y a quelque chose en moi qui me disait que je ne pouvais pas ne pas l'essayer. Pour n'avoir le cœur net. Parce que ça m'a toujours trotté dans la tête de dire, est-ce que je passe à côté de quelque chose? Même si je disais à mon père ou aux gens que je connaissais, c'est pas pour moi ça, je suis pas un manuel, je suis pas un gars d'usine, ça m'intéresse pas. Ta crainte était située au niveau de ça, finalement? De dire que c'est une shop en tant que tel? Oui, parce que j'avais pas les compétences, j'avais pas le profil non plus. Là, mais là, de la façon que ça m'a été amené, regarde, on va développer, puis je vais te faire de la place, mais comme gestionnaire. Il n'a jamais été question que j'aille travailler dans l'usine à ce moment-là. C'était pas soudeur. J'avais un bac, puis c'était on va te faire de la place. Comme directeur, là, j'ai commencé aux ventes. Mais là, OK, c'est une grosse décision. Puis
ma blonde à l'époque, qui est ma femme aujourd'hui encore. Là, on a dit, OK, t'es à Montréal, puis tout ça. Puis elle a décidé de me suivre à Saint-Hyacinthe. On a dit, OK, on va se rapprocher. Elle a travaillé à Montréal, moi je travaillais à Acton, fait que Saint-Hyacinthe, fait qu'elle a voyagé. Et elle travaille toujours dans le même domaine à Montréal? Non, elle ne travaille plus à Montréal, mais ça reste qu'elle m'a suivi. C'était complètement fou de dire, bon, ben, on part. Puis là, ben, on s'est dit, ben, on va s'établir dans le coin, puis on va refaire le plan qu'on avait. Les deux, on travaillait à Montréal, puis les deux, on vivait à Montréal, puis notre vie était là. Fait qu'on a sauté. Changer de gear. On a sauté. Fait qu'en 2009, comme on m'avait promis, on a bâti l'usine ici dans le parc industriel. On a acheté le terrain, on a fait les plans, on a négocié le financement. C'est toutes des choses que moi, j'avais jamais fait. Puis mon père m'a fait confiance. J'ai traité avec les banquiers. On a travaillé ensemble sur l'architecte, le budget. Ça a été très formateur. Très formateur. T'as-tu senti que ça venait tout seul? Ben... Sûr, il doit y avoir des épreuves, il doit y avoir certaines adaptations. Tu te dis, oui, celle-là n'est pas facile. Mais... C'est juste qu'encore, ça revient à dire ce que j'ai dit tantôt en PME. Si tu ne fais pas ce que tu es censé de faire, tu fais ce qui doit être fait. Fait que j'inventais mon travail. Il n'y avait personne qui avait été dans le bureau comme gestionnaire. On n'avait jamais eu personne aux ventes. On n'avait jamais établi des procédures avec nos concessionnaires. Ce n'est que des cartables, on n'avait pas ça. Des pamphlets, on avait un peu. Mais là, tu sais, un peu de visuel. Je me suis occupé de ça, le site web, l'image, le développement des produits. Mais c'était tout nouveau. Fait que moi, je créais mon poste à mesure. Puis après 1 ou 2 ans, là, mon père, j'ai dit là, j'aime ça, mais j'aimerais savoir des actions, j'aimerais ça. Il n'a pas hésité. C'est parfait. Je vais te donner une part d'action puis pour ton travail que tu as fait. Puis ça va être, ça va être en rétribution du travail que tu fais, que tu as fait. Je suis parti avec ça autour des années 2010. Puis là, ben, on continue d'avancer, mais je suis un peu... là, je suis beaucoup plus patient que j'étais, mais à l'époque, j'étais très, très impatient. Ça allait jamais assez vite à mon goût. Fait qu'en 2013... Tu veux dire le développement d'entreprise? Moi, je savais que je voulais en faire un manufacturier. Okay. Parce que là, dans ces années-là, on s'était établi dans le parc industriel, mais on avait encore notre vieille usine où on faisait de la réparation, un peu touche à tout. Puis on était plus au stade d'artisans organisés que de vraiment manufacturier. Pour moi, c'était clair. Moi, là, tout ce déjà, d'un début. Dès le début, je voulais en faire un manufacturier parce que je voulais en faire une usine qui était organisée, qui était établie sur des processus, des dessins, un savoir, parce que je savais que moi, je ne suis pas un technicien, je ne suis pas un gars d'usine. Je ne pouvais pas faire ce que mon père faisait, de diriger une entreprise sur le plancher avec sa tête, avec sa mémoire. J'ai pas ça. J'ai pas ce bagage-là, j'ai pas cette vision-là. Je comprends la différence de skill. J'ai une capacité de mettre en place des processus puis des systèmes, par exemple. Ça, je suis bon là-dedans. Fait que je me suis attablé à ça. Mais là, dans ces années-là, 2011, 2012, 2013, 2014, ça allait pas assez vite à mon goût. J'avais 28, 29 ans. Moi, il fallait que ça aille à 100 000 à l'heure. Puis, à un moment donné, j'ai fait OK. Bon, ben là, je suis prêt. J'ai proposé à mon père de l'acheter. J'avais déjà fait mes devoirs, j'avais rencontré mon comptable, la banque était derrière moi, j'avais déjà un financement. Puis lui, c'était déjà dans ses plans, justement, de... je pense que c'était peut-être plus rapide que ce qui était prévu, mais je pense qu'il a compris assez vite que c'était... Il fallait que ça soit ça. C'est sûr qu'il y avait peut-être, c'est au niveau de la gestion des ressources humaines, puis on peut comprendre peut-être un petit peu d'épuisement, puis avec le temps, c'est plus difficile. Puis là, ben, quand ça change, mais ça va vite, c'est plus difficile à suivre. Mais on s'est entendu, évidemment. Ça a été une relève au niveau financier très, très viable pour tout le monde, puis tout le monde était content. Mais moi, à partir de là, je suis parti, puis j'étais très impatient, puis très ambitieux. Peux-tu me nommer un défi au niveau justement de la relève? C'est quoi qui est plus difficile? En fait, familial en plus. Familial, peu importe là, dans la relève. C'est d'arrimer ce qui a été fait dans le passé avec ce que tu veux faire dans le futur. Parce que souvent, à tort ou à raison, celui qui était là avant perçoit tes changements comme étant un jugement de ce que lui a fait. Alors que c'est pas ça. Puis, celui qui veut changer les choses, trop souvent, veut changer pour changer. Je suis le premier à avoir fait ça. J'ai changé des méthodes de travail ou des méthodes, des choses. J'ai mis en place des processus sur des choses que c'était pas nécessaire.
Mais que tu ça veux marche, prouver. c'était déjà bon, mettons. Puis... Oui, une relève, souvent, veut prouver qu'elle va faire mieux. OK. Donc, c'est d'arrimer ça, tu sais, que celui qui cède soit capable de comprendre que l'autre veut changer. Puis celui qui va changer doit être capable d'évaluer ce qui a été fait, peut-être avec une lunette moins dure, peut-être. Ouais, je comprends. Parce que moi, je pense que j'étais dur par rapport à ça, ce qui avait été fait. Je voulais que ça aille vite, je voulais que ça change, je voulais qu'on... Mais... Es-tu un peu impulsif, finalement? Ou... Non, en fait, je suis pas impulsif. C'est juste que lorsque je décide de changer quelque chose, on le change. Puis quand la décision est prise, souvent, c'est très rare que je prenne une décision immédiate. Je dis toujours à la blague que je prends ça. Je disais, je vais prendre ça en délibéré ou je vais y penser. Mais une fois que c'est fait, par exemple, c'est difficile de me faire changer d'avis là-dessus. Mais à cette époque-là, j'étais plus jeune, évidemment, là, fin vingtaine, début trentaine. Je pense que je voulais vraiment montrer que j'étais capable de changer les choses. Pour toi-même ou, mettons, pour ton père? Ou, pour moi, pour les autres, pour ma famille, pour mon père. On veut prouver qu'on est bon. Justement, tu parlais tantôt en début d'entrevue, les grands souliers à chausser. Là, quand tu vois un self-made man, quelqu'un qui est parti de rien, qui a travaillé fort, qui a travaillé 6 jours par semaine, qui a bâti une entreprise rentable avec des produits qu'il a créés, qui vend, là, tu arrives le deuxième, puis t'es pas capable de souder seulement. Là. Ouais. Puis là, tu dis, je vais acheter cette entreprise-là. Ouais. J'ai acheté cette entreprise-là. Puis je veux faire quelque chose de bon. Là, parce que je veux pas être celui qui est pas capable de faire qui le job. Qui l'achète puis qui échoue finalement. Exactement. Puis la peur de l'échec, je pense que je l'avais à cette époque-là aussi. T'sais. OK. Puis là, c'était-tu un peu le syndrome d'imposteur? Justement oui. Parce que tu soudes pas? Ou peut-être, mais même encore là, lorsque tu m'as invité à l'entrevue, tu dis pourquoi qu'on m'invite les voies de la réussite? Je veux dire, j'ai fait un petit quelque chose, mais souvent c'est ça aussi. Là, oui, le syndrome de l'imposteur. Puis c'est surtout de prouver que tu es capable de faire mieux. Tu penses que tu veux montrer ça, mais quand dans le fond, c'est juste une continuité. Tu continues à bien faire les choses, puis tu fais d'autres choses qui sont bonnes aussi. Puis on néglige souvent le facteur chance, mais en affaires, il y a toujours un facteur chance. Tu peux prendre les meilleures décisions au monde avec les meilleurs data, les meilleures données, mais si la chance n'est pas de ton côté, tu iras nulle part. C'est ça qui est fou. Hein? Malheureusement, ça peut t'arriver. Tu peux avoir les meilleures idées, les meilleurs concepts, puis finalement, il y a quelque chose qui ne lève pas. On a vu dans l'actualité récente, nous le montre, là, les Taiga de ce monde avec les motomarines électriques, Lyon électrique. C'est des bonnes idées. Hein? C'est des entreprises qui avaient tout pour réussir. Là, est-ce que la conjoncture fait en sorte que ces entreprises-là n'ont pas levé comme il aurait dû? Probablement. Mais c'est ça. À cette époque-là, moi, j'étais très, très, très impatient de changer les choses. Puis là, on était en développement, mais dans des niveaux où l'entreprise n'était jamais allée. Fait que je pouvais demander conseil, mais en même temps, on avançait vers une destination où on n'était jamais passé. Fait que je devais apprendre sur le tas constamment. Puis l'idée d'être manufacturier, ton père, est-ce qu'il lui avait cette idée-là aussi ou c'était... en fait, lorsqu'il a créé les produits de déneigement extensibles, il a été happé un peu par la demande. Puis forcément, il a vu cette opportunité-là de s'équiper. Mais c'était quelqu'un qui aimait répondre à des besoins spécifiques. Faire du custom, ça ne dérangeait pas. Moi, je ne voulais pas ça. Je voulais pas ça parce que du sur-mesure, c'est très rare que tu peux établir des processus, puis un contrôle, puis un inventaire standardisé. C'est à refaire chaque fois. Moi, ce que je voulais, c'était une gamme de produits. Parce que là, tu peux la contrôler, tu peux la fabriquer hors saison, tu peux faire des choix. L'améliorer. Tu offres un certain nombre d'options, mais tu t'arrêtes là. Puis tu dois dire non. Ça, j'ai dit non souvent, puis je ne le regrette pas parce que ce qu'on faisait, on le faisait bien, puis il était rentable. Moi, je ne voulais pas faire de tout. Okay. Donc, c'est ça. Donc, par la force des choses, l'entreprise est devenue manufacturière, mais c'est vers les dernières années où j'ai été propriétaire que là, on a vraiment pris le virage manufacturier. On a implanté des systèmes, on a vraiment travaillé très fort l'ingénierie.
Puis même après ça, les systèmes de gestion manufacturière, puis tout était standardisé. J'avais mes coûts. Donc, c'est là qu'on a eu les meilleures années de performance que j'ai eues parce qu'on contrôlait tout à l'aide de notre système. Puis on avait une flexibilité aussi. Oui, on était dans un mode système et processus, mais on se trouvait des façons de répondre rapidement parce qu'on avait l'inventaire au bon moment. On répondait à nos clients rapidement. On était un manufacturier, mais un manufacturier d'une 30aine de personnes très agile. C'est ça qui faisait notre force. C'est impressionnant, vraiment. Là. Parce que je voulais faire des composantes de façon répétitive ou en lot pour être capable de répondre à des commandes une à une. Donc, c'était comme un hybride qu'on avait bâti. Tu me commandes une unité de déneigement qui a plusieurs options, mais toutes les composantes pour te créer ta pelle ont été faites à coup de 2, de 3, de 4, de 5 et sont en inventaire. Donc, c'était pas rare qu'on sortait une pelle en 48 heures, des fois une semaine, des fois on l'avait stock. Les godets, ça arrivait qu'en 24 ou 36 heures, on sortait un godet. Au niveau compétiteur, c'est-tu est-ce qu'ils ont cette procédure-là ou tu ressens que c'était pas nécessairement pareil? C'était pas pareil. C'était une approche qui était très différente. Nos compétiteurs étaient tous plus gros que nous. Là, on parle d'entreprise, pas la... Oui, non, parce que... Tous les 350 livres. Je pense que j'étais quand même assez costaud, mais oui, plus gros que nous. Donc, c'est plus difficile lorsque tu passes un certain cap d'être aussi flexible. C'est ce qui faisait en sorte que nos clients étaient très, très fidèles. Mais on avait des clients où on était bon, puis on avait des clients qu'il n'y avait pas de place pour nous. Les grands vendeurs d'équipements lourds, des grosses structures qui brassent des milliards au Canada, c'était pas nos clients. On n'était pas fait pour ça. Nous, on était bons chez des concessionnaires où on avait accès aux décideurs, propriétaires, opérateurs, quelques succursales, bâtir des relations à long terme, puis nos clients, on les gardait longtemps. Je voulais être capable de parler à celui qui prenait la décision d'acheter ou pas. Encore là, c'est un peu la même approche que tu parlais de ton parcours au final. T'aimes ça plus près justement de la personne, que ce soit pas une grosse organisation. C'est que tu es capable de faire valoir ta flexibilité, ton écoute, tu es capable de donner du service, puis tu sais que le service ou le retour que tu donnes à ton client, ben tu sais que celui qui prend la décision le voit. Alors que quand l'entreprise est plus grande, là, souvent, on parle de prix, on parle de financement, d'équipement, de floor plan. On est beaucoup plus dans le technique que dans la relation humaine parce que la personne qui décide est très loin du terrain. Alors que moi, l'entreprise, à la fin, j'étais très, très proche du terrain. Fait que je voulais dealer avec des gens qui étaient aussi proches de mes produits. Puis lorsqu'on livrait en 24-48 heures, 72 heures, les décideurs le voyaient puis ils aimaient ça. Puis nous, ça faisait juste renforcer la relation qu'on avait avec ces gens-là. Fait que ça a été ça, à la fin, qui a fait notre succès dans les dernières années. Là. Puis c'est du service pas à peu près. Là. Niveau déneigement, là, mettons qu'il y a une urgence, quoi que ce soit. Là. Même là, en réparation aussi, on était très, très allumés. On savait que les déneigeurs, lorsqu'ils étaient brisés, c'est une question très importante. Là. Les déneigeurs ont pu le loisir d'avoir quelques unités en plus pour les bris. Là. Donc, on trouvait des façons. Encore là, des fois, on contournait le processus, puis après, on rentrait toute l'information dans le système, mais le résultat était plus important que tout. Servir le client, ça devait être la priorité, puis on faisait des pieds et des mains. Je me rappelle encore d'un client qui, on a réparé sa gratte, puis il me courait après dans le stationnement. Il me courait après dans le stationnement, me donner une bouteille de rhum pour me remercier parce qu'il dit « J'ai jamais eu de service comme ça ailleurs ». Lui, il était extrêmement... Puis pourtant, on a fait à ce client-là ce qu'on faisait à tous nos autres clients qui étaient en difficulté. On essayait, évidemment, on ne peut pas faire toujours des miracles, mais lorsqu'on était capable... Quand c'est possible. Puis j'avais une gang qui comprenait aussi ça. Donc, les gens sur le plancher me voyaient me démener pour les clients, eux autres aussi se démenaient. Ils me donnaient le même niveau que moi je faisais. C'est une bonne force de leader, justement. Ils comprenaient pourquoi c'était important. T'sais. Puis ils étaient prêts à rester plus tard, puis à commencer plus tôt, puis à se mettre les mains dans une gratte pleine de graisse pour être capable que le client soit satisfait pour que le non, parce que mon équipe était fière, là, pour que le non soit bon en sortant, pour fidéliser le client, ils comprenaient cette importance-là. Puis là, je leur expliquais aussi, on l'expliquait aussi, c'est pas juste fait ça. J'expliquais pourquoi, quand des fois, on
on mettait un rush, puis on faisait faire de l'overtime. On expliquait que c'était pour livrer une gratte à ce client-là, puis qu'on y avait promis à une semaine, puis même des fois, c'était d'essayer de la livrer en 4 jours au lieu de 5 jours. Là. C'était ça le défi. Là. Ouais, je comprends. Mais j'avais une équipe qui était très, très mobilisée parce qu'ils voyaient que moi, je me mobilisais beaucoup pour ça aussi. Puis comme j'allais dire, ça doit être une des raisons pourquoi que c'est pas rare qu'on voit justement un produit SSTA. Là. On a fait... on a aussi appliqué le principe dans le développement, si on vient un peu en arrière, quand on a développé les ventes puis les réseaux de concessionnaires, moi, j'ai toujours eu comme philosophie, tu vends à ton voisin d'abord, puis après ça, tu vends sur la rue d'à côté, après ça, dans l'autre quartier, après ça, dans l'autre ville. Je croyais beaucoup à ça parce que c'est les clients les plus faciles à aller chercher. Donc, si tu vas être rentable rapidement. Si déjà, dès le départ, tu veux vendre à l'international, c'est un beau succès. Tout le monde aime ça dire qu'on vend aux États-Unis. Ça sonne bien. Ça sonne bien. Mais les coûts associés à ça, puis les efforts, puis la complexité est bien plus grande que vendre à ton voisin. Ton voisin te connaît, il t'a déjà vu. Il va te faire confiance rapidement. Oui, c'est ça. C'est plus facile de bâtir une relation, justement. Là. Fait que mes meilleurs clients étaient à peu près à 1 heure et demie de route autour de l'usine. Puis c'était d'excellents clients. Pourquoi? Parce que tu es toujours à 1 heure et demie d'aller le voir, de régler son problème, d'y rendre service, d'atteler une remorque après ton pick-up puis d'aller livrer toi-même si tu veux. T'es là. Ah, c'est vraiment différent. Justement, tu dis à l'international, t'imagines, ça serait à je sais pas combien d'heures. Là. C'est vraiment pas la même relation. Ça sonne bien, mais c'était pas dans ma philosophie d'affaires de faire ça. Je l'ai essayé. J'ai développé un peu les maritimes. Je suis allé en Ontario. C'est très difficile. Puis, je me suis rendu compte dans ma phase impatiente de croissance, là, quelques années après mon acquisition, c'est que là, je voulais grossir. Puis, plus on grossissait, moins on était rentable. Parce que là, on se perdait. On se perdait dans les processus, on se perdait dans les décideurs, on se perdait dans l'équipe, on se perdait dans plein d'affaires. Puis, à un moment donné, il y a eu des départs dans l'équipe, puis j'ai été obligé de reprendre des responsabilités. Au niveau, tu parles au niveau des opérations, au niveau de la production. OK. Puis même au niveau des systèmes, tout ça. Puis je dis, OK, j'ai pas le choix, j'ai personne d'autre. Je vais reprendre les opérations, je vais reprendre l'usine. J'avais jamais fait ça. Je vais me faire violence, là. J'avais peur de l'usine, puis je pensais que le départ de ce directeur d'usine-là, ça allait être la fin. Puis ça a été le début. Le début d'une performance supérieure, une performance stable, une rentabilité solide. Puis j'ai réalisé que on est trop souvent obnubilé par la croissance du chiffre. Les comptables vont dire la ligne d'en haut, là. Le chiffre d'affaires, là, tout le monde aime ça dire qu'ils font des millions. Mais dans une entreprise, ce qui te permet d'avancer, c'est ce qui reste à la fin. Fait que j'ai changé beaucoup. Cette espèce de choc-là m'a fait réaliser que, dans le fond, la vraie performance d'une entreprise, c'est sa rentabilité. Fait que j'ai décidé à ce moment-là que tout ce qu'on allait faire, on allait être rentable dans tout. Le plus rentable possible, le plus lean possible, le plus efficace possible. Puis j'ai été plusieurs années que je portais le chapeau de directeur d'usine. Je m'occupais de mon représentant sur la route. J'étais président aussi. Je siégeais à la SADC en même temps. Donc, j'avais un bureau où j'étais le président et le directeur des ventes. Puis j'avais un autre bureau dans le bureau de la production où j'avais... dans chaque bureau, tu avais un lit. Puis... je couchais pas à l'usine, mais je faisais beaucoup, beaucoup d'heures. Puis je voulais que mes travailleurs, un soudeur, soudaient. Ils ne déplaçaient pas de palettes. C'est moi qui apportais le stock. Puis on s'assurait que tout était prêt. Puis c'est là qu'on a eu les meilleures performances. Puis c'est là qu'on a été le plus efficace pour nos clients aussi. C'est là qu'on a eu les plus belles années aussi. Fait que ça, mon impatience puis ma volonté de grossir, j'aurais peut-être dû commencer par là. Mais on ne sait pas. On ne sait pas. Ah, écoute. Je croyais que je n'étais pas capable de faire ça. Pas de vin non plus, c'est ça? Je disais, moi, je ne suis pas un gars d'usine. Je ne pourrais pas diriger une usine. Ben oui, j'ai été capable de le faire, puis ça a bien été. Puis ça a été très exigeant. Mais ça a été les années où la satisfaction de la clientèle est la plus grande, où le roulement de l'équipe a été le plus faible, puis où les résultats ont été les meilleurs. Donc, les dernières années que j'ai été propriétaire. Tu vois, je te demandais justement les défis par rapport à ça au niveau de diriger là, une entreprise. Ben, chez SSTO, on peut dire directement. Là.
Mais comme là, je vois que ça en était un défi, mais finalement, ça s'est transformé Oui, en réussite. Là. Ça a été un défi, mais les dernières années, ça a été aussi la gestion des ressources humaines parce que la pénurie de main-d'œuvre, la pandémie aussi qui a frappé, les travailleurs que j'avais, c'est des travailleurs rares qui étaient en demande. L'économie tournait à plein au sortir. Nous, la pandémie, évidemment, au début, comme tout le monde, on a craint le ralentissement. On a dit, bon, là, ça a été le contraire parce que là, le paysagement, l'excavation, avec l'argent qui a été remis dans l'économie, ben ça a fait tourner l'économie à fond. Donc, nous, quand l'économie tourne puis que les gens achètent des piscines, des fonds du terrassement, ben nous, ça nous fait vendre des produits. Donc, puis l'économie marchait pour tout le monde. On était bon, mais l'économie allait bien aussi. Donc là, ça a été le défi de la gestion des ressources humaines parce que mes travailleurs étaient en demande partout dans la région. Puis Actonville a la chance d'être à 30 minutes de tout, mais ça peut être aussi, comme employeur, c'est un méchant défi de garder dans le monde quand ils sont à 30 minutes de plein d'autres emplois. Ah, j'imagine. Donc ça aussi, ça a été un défi assez ça s'est-tu calmé un peu ou c'est encore le cas pour la pénurie? En fait, c'est plus calme parce que je crois que l'économie a ralenti un peu. En tout cas, de ce que je perçois, là, ça fait un bout que j'ai plus les mains dans l'industrie. Mais parce qu'il faut dire que tu as vendu l'entreprise en 2022. 2022. Parce que ça, fallait le préciser aussi. Oui, mais c'est ça. Là, on va s'y rendre un moment donné. Là. Suite à la pandémie, on a eu nos meilleures années, tout allait bien, mais on était rendu à 100% de capacité. Là, l'usine, on l'avait extensionnée. Je disais souvent en blague, si je rentre une palette dans une porte, il y en a un autre qui sort de l'autre. C'était rendu ça. Là. On avait optimisé chaque pied carré d'usine. On pouvait plus. Il y avait des soudeurs, ces murs. Il y aurait pu peut-être avoir d'autres quarts de travail, mais encore là, c'est des défis qui me tentaient moins. J'en ai eu un quart de travail de soir, ça a bien été, mais quand mes gars m'ont dit qu'ils voulaient revenir de jour, je leur ai fait une place sur le quart de jour pour les garder. Mais ça reste que on était à 100%. Là. Cette usine-là avait été bâtie pour 16 personnes, on était 30. Fait qu'on l'a optimisé comme jamais. Donc là, à un moment donné, j'ai dit, puis je commençais à être fatigué aussi, on travaillait fort. J'ai dit, je vais aller voir sur le marché parce que là, je savais que le SSTA était d'un tournant. Je le savais. C'est une de mes prochaines questions. Comment tu as su que c'était le bon moment pour vendre? On pouvait plus, on avait beau travailler, j'avais beau travailler plus fort, là, je savais que là, il fallait passer à l'autre étape. Puis il a fallu que je me questionne, est-ce que je veux la faire à l'autre étape? Parce que ça l'impliquait. En fait, il y avait plusieurs choix. Là. Soit que je restais, on garde le statu quo, mais dans l'industrie où j'étais, en 2022, je l'ai dit, on était le plus petit manufacturier sérieux. Mon plus proche compétiteur avait plus que le double de mes employés. Donc, on était le plus petit. Ça, c'est sûr que c'est une vulnérabilité. À l'échelle du Québec? Oui. Ah, ouais. Oui. Donc, j'étais le plus petit manufacturier sérieux au Québec. Pas qu'on n'était pas bon, mais on était plus petit. Donc, à 30, ça ne change rien. C'est pas une question d'être bon. Une trentaine d'employés, ça signifie que tu ne peux pas nécessairement te payer un spécialiste en ressources humaines. Tu ne peux pas nécessairement avoir un contrôleur. Dès que tu veux faire ces choix-là, ça affecte ta ligne du bas de façon plus importante que quelqu'un qui a un chiffre d'affaires pour avoir une 60 ou 70 personnes. Donc là, je savais soit qu'on restait où on était. Puis là, dans l'industrie où j'évoluais, ça signifiait que tu recules. Si tu n'avances plus, tu recules. L'autre choix que j'avais, c'était de dire, on agrandit. J'ai fait des plans d'agrandissement. Je les ai encore dans ma tête. Je voyais l'usine où... OK, c'était peut-être 5, 6 ou 7 millions encore à réinvestir. OK, ça fait 15 ans que je me donnais à fond là-dedans. Est-ce que j'ai-tu encore l'énergie pour ça? J'ai-tu encore la volonté? C'est pas un petit processus, là. L'autre, c'était d'aller chercher un investisseur externe qui pourrait m'aider. Un fonds d'investissement comme partenaire, FTQ, on les connaît tous, là, ceux qui investissent dans les entreprises, ou de vente. Donc, j'ai fait appel à un spécialiste là-dedans, un courtier qui trouvait des investisseurs, qui avait un bon réseau.
Puis, là, dis-moi pas, c'est lui qui a acheté. Non, c'est pas lui qui a acheté. Oh, tu devrais vendre. Non, c'est pas lui qui a acheté. Mais on est allé sur le marché voir qu'est-ce qu'il pourrait avoir d'intéressant. Puis, ben, j'ai rencontré les propriétaires actuels. Le propriétaire actuel qui a un petit fonds d'investissement privé qui est basé à Val-d'Or. Une famille d'entrepreneurs qui a vendu une famille de deux frères qui, à un moment donné, un a racheté l'autre. C'est un fonds d'investissement privé. Il possède déjà une usine. Déjà une usine à Mercier qui fabrique de l'équipement de déneigement pour les camions. Puis, il était à la recherche d'une usine plus moderne, plus performante, de produits complémentaires parce qu'il y a la volonté de bâtir un groupe industriel. Donc, ça a cliqué tout de suite. On s'est rencontrés en fait, il y a eu ma fiche via le consultant que j'avais engagé. Puis, il a regardé le profil de ce que j'avais. Puis, je cochais toutes ces cases. Donc, on s'est rencontrés début février. Puis, 10 jours après, mais lui, son modèle, c'était pas d'investir dans une entreprise. Il faisait l'acquisition de 100% des actions. C'était ça son modèle d'affaires. OK. Donc, il m'a soumis à peu près mi-février, là, en 2022, une offre. Ça s'est fait vite quand même. Moi, j'achèterais 100% des actions. Puis voici l'offre. Puis là, ça a été un moment de réflexion, mais j'ai senti que j'étais rendu là parce que je pense que SSTA s'est rendu là où elle était grâce à moi. Mais je pense que si j'avais continué, SSTA aurait resté là où il était à cause de moi. Je ne sais pas si tu comprends la différence de ce que je te dis. Je pense que j'étais rendu, moi, au maximum de ce que j'étais prêt à faire comme entrepreneur. Puis souvent, l'entrepreneur, des fois, va s'accrocher, va continuer à développer quand il a passé sa limite de capacité de déléguer ou de mettre des processus. Moi, j'étais rendu à un point où tu te serais obstiné, finalement. Moi, je pense que je me serais brûlé à avoir continué. Puis je pense pas que SSTA aurait progressé comme il a continué à progresser après la vente. Okay. C'est exactement ça, l'expression. SSTA s'est rendu là grâce à moi, mais grâce à ce qui a été fait avant. Évidemment, là, on se comprend, là, mais aurait probablement resté là où il était à cause de moi. Fait que j'ai fait ce constat-là en disant, je suis peut-être rendu à faire autre chose. Fait que c'est ce qui t'a fait... ça a été l'élément déclencheur de ta décision, finalement. Oui, puis bon, c'est des Québécois, une usine à Mercier, c'est pas trop loin. La volonté de mettre en place un groupe industriel. Présentement, SSTA fait partie d'un groupe qui a 3 usines au Québec. Je ne sais pas combien d'employés sont rendus dans le groupe, là. Mais ça reste que SSTA n'est plus seul sur son île. C'était ça ma crainte aussi. Je ne voulais pas devenir une entreprise marginale sur le marché. Je ne voulais pas devenir une entreprise régionale non plus. Je ne voulais pas qu'on recule. Mais être resté 30, seul dans notre monde, avec la compétition qu'il y avait à l'époque, je pense qu'on aurait régressé. Je le pense vraiment. Puis ça aurait été à cause de moi. C'est pas ça que tu avais envie d'avoir comme... Non. J'ai senti que j'avais atteint... Je m'étais fixé des objectifs quand j'ai acheté. Puis, je crois que j'ai atteint les objectifs que je m'étais fixés plus rapidement que ce que je voulais. Puis, je pense que j'avais fait le tour du jardin aussi. Puis, je voulais avoir peut-être meilleure qualité de vie. Je voulais pouvoir m'occuper de ma famille. Je voulais avoir du temps. Je voulais recharger mes batteries aussi. Puis, je pense que ça a été une bonne décision pour l'entreprise, pour la région aussi, de faire en sorte que SSTA a accès à un groupe industriel qui a les moyens, qui a accès à des marchés, qui a accès à des ressources que moi, je n'avais pas. Donc, c'est complètement différent, là, présentement, ce qui se passe. Donc, je pense que pour le futur, ça va être bénéfique. Parce que sinon, je n'aurais pas vendu. J'avais des critères. Moi, je refusais de vendre à des compétiteurs. Je refusais de vendre à des gens qui auraient fermé. J'avais des critères... si j'ai accepté, c'est parce que je savais que... Il y avait une confiance aussi. J'avais une confiance que l'entreprise pourrait faire un pas en avant. Tu sais, le step que je voulais pas faire, c'est ça. J'avais confiance que ça allait être fait dans le temps. Puis t'as-tu un moment, comment je pourrais dire ça? Pas nécessairement mémorable, mais gratifiant peut-être, à travers ces années-là que tu as vécu chez SSTA? Écoute, en fait, il y en a eu plein. Je veux dire, comment l'équipe, comment on a évolué. Là.
de voir, je repensais suite à ton invitation, je repensais un petit peu à ce qu'on avait fait chez SSTA. Puis historique. Je me remémorais le parcours qu'on a fait. Puis entre le moment où on a commencé à développer le côté plus manufacturier, puis au moment où j'ai vendu, le chemin qu'on a parcouru. Puis il y a des gens là-dedans qui ont été avec nous en fait, avec notre famille, avec moi et mon père, qui ont travaillé pour mon père, puis que quand j'ai vendu, qui étaient encore là. Il y en a encore qui sont encore là aujourd'hui. Fait que c'est des gens qui ont eu confiance en nos décisions, puis qui sont encore là parce qu'ils croient dans cette entreprise-là. Puis, tu sais, moi, je suis pas le fondateur. C'est normal, je pense que c'est normal que quand tu fondes une entreprise, que tu aies un côté émotif plus grand, un attachement plus grand. Moi, je le voyais vraiment comme un défi. Je voulais faire en sorte que SSTA ne soit plus associé à un individu ou à une famille, mais que ce soit une entreprise qui puisse passer le cap d'une autre génération. Perdurer. Puis c'était vraiment ça. Puis c'était le challenge, là, parce qu'on en a parlé au début de l'entrevue, mon parcours, il n'y a rien qui me destinait à faire ça, pas du tout. Vous m'auriez dit à la fin de mon secondaire, que j'allais être à la tête de cette entreprise-là, puis que j'allais la vendre, puis qu'à 40 ans, j'allais la vendre. Mais non, ça se peut pas. C'est impossible. À la fin de ton secondaire. Là. Puis les pelles à neige. J'en avais rien à cirer. Je voyais pas, j'avais pas du tout l'intérêt. Là. Moi, j'ai un beau souvenir d'une job vidéo que j'avais été faire avec toi. T'avais patenté un bidule avec un aimant pour qu'on puisse... Pour vrai, je trouvais ça tellement ingénieux comme... on a fait des belles séquences avec ça. Ah, c'était vraiment écœurant comme... La séquence, on l'a gardée longtemps sur notre site web, cette séquence-là. Il faisait pas chaud. Oui, je me rappelle de ça. Mais c'est ça, ça a été des choses comme ça qui c'est de voir, encore là, je me promène, puis je vois encore des produits, puis j'ai encore le réflexe de regarder les pelles à neige, les machineries, puis j'aime encore ça. Si tu perdras pas ça, c'est certain. J'ai eu la piqûre de la machinerie, puis là, la machinerie, j'aime ça encore. Là, je m'amuse sur mon érablière avec de la machinerie parce que j'ai cette espèce de piqûre-là. J'aime ça. Ah, puis c'est des beaux produits. Là. Puis, des fois, je vois une excavatrice, puis là, je regarde, est-ce que c'est un bucket qui a été produit par le groupe? Ça s'appelle le groupe Côté, parce qu'il y a SSTA qui fabrique des godets pour les petites excavatrices, mais il y a aussi Atelier RF de Sherbrooke qui fait des godets pour les grosses excavatrices. Fait que là, je regarde le logo, est-ce que ça fait partie du groupe Côté? Est-ce que c'est la gang? Ça peut-tu avoir été fait à Acton? C'est plus fort que moi, quand je conduis. Là. C'est sûr. Ça partira pas, là. Oui, définitivement. Excellent. J'aimerais ça... avant d'aller sur tes implications au niveau de ta présidence CFR et SADC, j'aimerais peut-être ça d'avoir ta perspective un peu sur la réussite. Je sais que c'est large, là. Mais en lien avec justement les voies de la réussite. Pour moi, j'ai l'impression que les réussites... c'est un peu personnel à chacun, mais ta perspective à toi face à ça. Je m'en allais là, justement. La réussite, c'est là où tu veux te rendre. Quand j'ai dit que moi, je considère que j'ai réussi. Je suis content de ce que j'ai fait. Puis probablement qu'il y aurait des personnes ou des entrepreneurs qui auraient été dans le même siège que moi, qui auraient pris cette décision-là, qui l'auraient regretté, puis qui auraient dit qu'ils n'avaient pas réussi. Parce que c'était pas là qu'ils voulaient se rendre. Moi, j'ai senti que j'étais rendu au bout de ce parcours-là. Puis que j'étais dû pour un reset ou pour changer, moi, j'ai réussi. J'ai coché les cases que j'avais à cocher. C'est une belle comparaison. Puis, parce qu'au final, c'est comme un peu la même décision. Oui. Mais justement, c'est personnel à toi. Ça dépend de l'entrepreneur, puis ça dépend de ce qu'elle s'est fixé. Puis, la réussite, c'est pas juste monétaire. C'est en fait, souvent, c'est juste une petite partie de ça. Là. Il y a toutes sortes de... Il peut avoir la fierté, il peut avoir la visibilité, puis c'est très, très personnel à chacun. Je cherche le secret, moi, de la réussite, mais je pense que on voit beaucoup d'entrepreneurs, justement, dans mes implications à SADC. Puis la réussite, c'est très, très personnel parce que les projets qu'on voit, on voit beaucoup de projets dans une année, on investit dans beaucoup d'entreprises. Mais c'est là que j'ai constaté que ma réussite, ta réussite, puis la réussite d'un autre entrepreneur, c'est très, très différent. Tu peux avoir un travailleur autonome qui va faire une très belle carrière, puis lui, il va avoir réussi parce que ses objectifs, c'est d'être justement autonome, maître de son horaire, choisir ses clients, gagner sa vie de façon tout à fait correcte.
lui, tout ça va être une réussite. Puis tu as d'autres entrepreneurs qu'eux, ils veulent faire une entreprise, veulent faire de leur entreprise une entreprise provinciale, nationale, internationale. Puis tant qu'ils n'auront pas réussi à faire ça, ils ne seront jamais satisfaits. Mais encore là, c'est très, très personnel. Puis je pense que ça change aussi dans un parcours. Parce que moi, j'ai changé. J'ai changé durant mon parcours. C'est un bon point, ça aussi. Puis c'est évolutif, finalement, ouais. la réussite. Oui. Puis à un moment donné, c'est de dire, bon, est-ce que c'était ça ma réussite? Ça peut être des deux côtés. Tu sais, à un moment donné, tu peux te dire, tu as l'impression que c'est un échec. Mais après réflexion, tu réalises que finalement, c'est une réussite. Ouais. Comme justement un défi, tu sais, quelqu'un qui veut un défi majeur. Mais au final, ce défi-là t'a apporté un bagage qu'après ça, tu vas le réutiliser ailleurs. Puis au final, ton défi qui était peut-être un échec devient ta réussite finalement. Fait que ça peut être... L'échec, je pense, c'est souvent une composante de la réussite, future. Réussite, ouais. C'est rarement la fin. Là. En fait, en entrepreneuriat, là, je pense tu te trompes plus souvent que tu as raison. Puis, tu as beau avoir encore là toutes les données, tu prends la décision meilleure de ta connaissance. Ce qui est important, c'est que si, dans une situation, tu es en échec, il faut que tu apprennes quelque chose. Puis, j'ai travaillé avec des gens, puis j'aime ça. Là, c'est soit que tu réussis, soit que tu apprends. Parce que l'échec, c'est rien. Là. Un échec, c'est un constat. Alors qu'un apprentissage, là, tu es capable de travailler ta réussite future. Donc, en entrepreneuriat, les formes de réussite, là, ça peut être toutes sortes de choses. Il y en a plein dans le fond. Hein. On serait surpris de voir le nombre d'entreprises moins visibles, moins au devant de la scène, de voir à quel point, ils sont rentables, sont bien dirigés, que les gens sont bien dans ces entreprises-là comme travailleurs, comme gestionnaires. Ça peut être surprenant. Puis ces gens-là ont réussi, mais on les voit moins. Il y en a beaucoup plus que ceux qu'on voit. Puis souvent, ceux qu'on voit, des fois, la descente, des fois, est plus abrupte un peu. Alors que l'évolution constante et réfléchie, c'est souvent la meilleure voie de la réussite, en tout cas selon moi. Les fois où moi, j'ai essayé d'aller vite, c'est souvent revenu de l'autre côté. L'élastique est revenu de l'autre côté. Fait que la réussite, encore là, c'est selon chaque personne. En tout cas, selon moi. Je trouve ça, pour vrai, je trouve ça intéressant. C'est une des raisons pourquoi aussi ce projet-là d'inviter des entrepreneurs, là, c'est justement tous ces sujets-là auxquels on peut discuter. Puis on n'en discute pas assez souvent, je trouve. Encore là, tu m'aurais posé la question, vous le disais. C'est sûr que j'aurais pas cette réponse-là. Parce que je n'étais pas rendu où j'étais rendu, puis j'étais beaucoup plus ambitieux. Puis mon évaluation de ma réussite aurait été complètement différente. Complètement différente. Mais pandémie, départ, réorganisation, difficulté, challenge, ça fait en sorte que tu revois tes choses. Tu revois constamment. Puis je pense que les entrepreneurs qui perdurent dans le temps, tu as rencontré des entrepreneurs qui ont des entreprises qui perdurent à travers le temps, c'est qu'ils se sont toujours remis en question. Ils ont toujours bougé avec ça. Ils ont toujours travaillé plus fort que les obstacles pour passer les obstacles qu'il y avait devant eux. Puis ils vont probablement être encore là longtemps parce qu'ils ont évolué. Ouais. Ceux qui ne bougent pas habituellement, le mur, lui, il ne se tassera pas. C'est à toi de le contourner, l'obstacle. Puis souvent, il y a cette forme de persévérance-là aussi dans le sens où ils n'ont pas peur du risque. Parce que ça arrive à. Il y a toujours des risques. C'est justement, c'est ça. De foncer dedans puis de ne pas avoir peur de l'échec finalement. Puis encore là, la prise de risque est toujours en fonction de l'entrepreneur. Moi, je suis un entrepreneur qui aimait calculer, qui aimait prendre des risques contrôlés. Il y en a d'autres qui ont une plus grande part d'instinct. Puis encore là, prise de décision, là, c'est une science inexacte. Donc, en affaires, là, tu peux avoir toutes les données, mais encore là, on en parlait tantôt, si le marché ne tourne pas du bord que tu pensais qu'il allait tourner. Ouais, le vent, il n'est pas du bon bord. Moi, je me rappelle, quand j'ai commencé 2008-2009, il y a eu, c'était les subprimes aux États-Unis, les prêts adossés à des actifs. Ça a fait planter les marchés boursiers. Puis on est tombé en ralentissement économique. Nous, on était en train de bâtir l'usine, puis là, tout le monde était craintif, puis le marché a ralenti, puis l'économie des États-Unis était vraiment, vraiment au ralenti, parce que là, du jour au lendemain, ils se rendaient compte que ces prêts-là ne valaient rien, parce qu'ils étaient adossés à des prêts hypothécaires qui étaient gonflés. Personne n'aurait pu prévoir ça. Personne n'aurait pu prévoir ça.
Et nous, on était en train de bâtir l'usine. On a continué en disant, ben non, regarde, c'est ça notre projet, c'est sûr. Ça va juste, c'est un cycle, ça va revenir. Puis on a eu raison, parce que là, le cycle est revenu. Après ça, il y a eu d'autres événements. Il y a des hauts puis des bas. C'est juste de continuer par rapport à ça. Mais ça, tu ne peux pas les contrôler. La seule façon que tu peux faire, c'est de changer des fois tes méthodes. Changer tes méthodes ou changer ton entreprise ou changer des parties de ton entreprise parce que surtout en PME, c'est pas toi qui tique le marché. Là. On n'est pas Apple puis on n'est pas Google. Toujours, tu sois prêt à t'ajuster. Oui, absolument. Écoute, ça va vraiment vite, comme je t'avais prévenu. Avant qu'on commence, on top déjà 1 heure. Wow, OK. Puis je suis loin d'avoir posé toutes mes questions, mais je voulais juste... On peut passer, mettons, rapidement là, tes implications au niveau de SADC, le CFR. CFR, c'est avant la SADC que tu as été président? Non. Non? Oui. J'ai été président du conseil d'administration du CFR avant, mais je siégeais sur les 2 CA. OK, à la fois. Oui, le CFR, on m'a parlé du CFR qui cherchait des administrateurs. Moi, j'ai engagé des étudiants du CFR. D'ailleurs, il y a encore un étudiant qui travaille chez SSTA encore aujourd'hui. Puis, j'ai vraiment aimé de la façon que ces jeunes-là étaient formés. Puis, j'ai dit, bon, ils m'ont amené de la main-d'œuvre, ils m'amenaient des stagiaires. J'ai dit, bon, je vais aller donner un coup de main, je vais m'impliquer au niveau du CA. Puis, j'avais de l'expérience, ça faisait déjà quelques années, j'étais sur le CA de la SADC. Donc, j'avais un petit peu d'expérience au niveau de la gouvernance. Puis, à un moment donné, on m'a demandé, tu voudrais-tu prendre la présidence pour nous aider un petit peu au niveau de la gouvernance? Je dis, bon, OK, pourquoi pas. J'ai fait ça, mais même encore récemment, je suis allé pour un dossier, ils m'ont appelé, je suis allé discuter avec eux autres pour une petite heure parce que la mission du CFR, j'y crois. Ces jeunes-là, c'est des travailleurs. Quand ils sortent du CFR, c'est des travailleurs qui sont autonomes, qui sont fonctionnels et qui sont compétents. Ils savent travailler, ils savent se comporter en industrie. Puis ça, c'est vraiment quelque chose de bien parce que le CFR... Ça, c'est une des raisons pourquoi tu as voulu t'impliquer au niveau du CA ou tu les as connus? Ben, je les ai connus parce qu'ils m'ont apporté des stagiaires et des travailleurs. Là, c'est le lien que j'ai eu avec eux autres. OK, le premier lien. Là. Le premier lien, oui. Puis après ça, je dis, bon, mais comment je pourrais redonner à cette organisation-là? Je vais aller leur donner un coup de main sur le CA. Puis, c'est une organisation, c'est vraiment extraordinaire ce qu'ils font avec ces jeunes-là. C'est des jeunes qui sont dans des formations de préparatoires au travail, puis ils les préparent vraiment au travail. C'est les meilleurs outils que tu peux leur donner. Ils sont sur le terrain, en fait. Ils sont sur le terrain, puis tu as la chance de recruter des travailleurs qui ont déjà soit leur carte de ASP Construction, leur carte de cariste, qui travaillent dans des métaux parce qu'ils font du triage, qui travaillent en botte, puis ils arrivent, déjà là, c'est bon. Écoute, là. Ils arrivent avec l'équipement de sécurité, ils arrivent avec leur carte de cariste, puis ils savent se comporter en usine. Ils savent se comporter aussi par rapport aux superviseurs, puis par rapport aux autres travailleurs. Fait que le CFR forme vraiment des jeunes aptes au milieu du travail, puis le taux de placement, ces jeunes-là, la plupart ont un emploi à la fin de leur parcours au CFR. Fait que c'est pour ça que je me suis impliqué au CFR. Là, avec le fait que je deviens président, que je suis devenu président de la SADC, je voulais qu'il me reste un petit peu plus de temps personnel. J'ai dû faire un choix. J'ai quitté le CFR, mais encore récemment, ils m'ont appelé pour un dossier, ils voulaient avoir mon avis. T'es encore en contact quand même. Je me suis déplacé, puis je suis allé donner un coup de main en consultation externe, bénévolement, parce que je crois en ce qu'ils font. Puis ces jeunes-là ont besoin du CFR pour devenir des travailleurs aptes à évoluer sur le marché du travail d'aujourd'hui. C'est un bel outil, ça, je trouve, dans la région, justement. Ouais. Je ne sais pas s'il est assez connu aussi. Je pense pas, malheureusement. C'est le cas avec beaucoup de choses aussi. Malheureusement, là, je pense que les entrepreneurs auraient tout avantage à avoir ne serait-ce qu'un lien une fois par année avec la CFR, parce que les gens ne sont pas conscients du nombre de projets d'entreprise qui pourraient recevoir un coup de main de la part du CFR. Que ce soit de l'emballage, que ce soit du tri, que ce soit d'avoir des élèves en stage. Les entrepreneurs de la région ont tout intérêt. Je ne sais pas s'il y a une solution pour merger ça un peu, là, les mettre en contact, justement. Plus. Malheureusement, les ressources sont limitées au sein du CFR pour aller vers l'extérieur. Puis je pense que nos entrepreneurs ont intérêt à juste donner un petit coup de fil, puis c'est sûr qu'ils font un retour.
c'est ceux qui font un retour. T'sais, on cherche souvent à recruter des gens à l'extérieur de la région, mais ces jeunes-là, on peut les former facilement. Puis c'est ce que j'aimais du CFR, c'est que c'est des gens de la région. En plus. Ils ont grandi ici pour la plupart, fait qu'ils sont attachés à la région. Fait que lorsque tu les recrutes puis tu prends le temps de les former, ben les chances qu'ils restent chez vous longtemps sont pas mal plus grandes que quelqu'un qui a grandi dans une autre région, qui est habitué en ville, qui a grandi sur le sud. Je dis pas que ça se peut pas. On a la probabilité est plus forte qu'il y ait un attachement. Ces gens-là, on emploie, puis des fois, ils n'ont même pas encore leur permis de conduire. Ils viennent travailler en vélo, leurs parents viennent porter. Ils pourraient pas, s'ils venaient d'une autre région, on ne pourrait pas les avoir, ces travailleurs-là. Fait que j'ai œuvré au CFR sur le CA parce que je crois à la mission, puis j'y crois encore. Là, je ne suis plus avec l'équipe de gouvernance là-bas, mais c'est vraiment parce que je voulais un petit peu réduire mon implication professionnelle. Ce qui est tout à fait raisonnable. Puis au niveau de la SADC, on en parle un peu, de la SADC. Ben, ce que je t'ai dit tantôt, c'est que moi, ça a été ma première école d'administrateur. Puis, je sais, tu sais, encore là, je me rappelle d'avoir vu passer qu'il y avait des postes à pourvoir. Je sais pas. Tu sais, je connaissais Eric, je connaissais Patrick de la SADC pour avoir eu des échanges professionnels avec. Puis j'avais vraiment le feeling que cette organisation-là, c'est une organisation de qualité, puis de qualité pour les entrepreneurs, mais aussi de qualité au niveau de sa gouvernance. Puis je ne m'étais pas trompé. Quand je suis arrivé au sein du CA, j'ai appris à être administrateur. Puis j'ai vu la différence qu'il faisait aussi au niveau des entrepreneurs, puis l'impact qu'on a au niveau, que ce soit du démarrage, des pré-relais, ben justement, c'est ça, toi, tu es en plein dedans. Là. Tu peux-tu nous donner des exemples, justement, d'impact là, que la SADC fait? Ben, en fait, je pense que c'est tout frais à ma mémoire. Là, l'activité de la semaine dernière, le cocktail des fêtes, c'est un entrepreneur qui vit avec un grave trouble du langage. Un trouble TDL, je ne sais pas exactement, je ne me rappelle plus exactement ce que ça veut dire, mais un grave trouble du langage. Puis, il a de la difficulté à occuper un emploi. Mais il s'est trouvé des trucs pour bien fonctionner en société, pour bien évoluer. Puis là, il est devenu conférencier. Et il avait besoin d'argent pour développer son offre de service parce que il ne voulait plus vivre au crochet de l'aide sociale. Il veut être un membre actif de la société. Et ça, c'est en plus. Nous, à la faut encourager ça. Nous, à la SADC, ben, on a fait le petit prêt que ça lui prenait pour qu'il puisse développer son offre de service. Et lors du cocktail, il a voulu s'adresser aux membres du CA qui étaient là, puis on a pris une minute. Puis il nous a dit à quel point on avait fait une différence, que là, présentement, il y avait beaucoup d'offres de conférences, puis qu'il pouvait développer sa petite entreprise. Puis que le fait qu'on ait eu confiance en lui dans son projet, ça a fait toute la différence, puis que son année 2025 allait être extraordinaire pour lui, puis il voulait nous remercier. Ouais, c'est vraiment bon. Puis je pense que c'est la première fois en 7 ans, bien, on sait qu'on fait la différence, mais on a rarement un contact aussi direct avec la clientèle au CA. Mais ce fois, c'est venu vraiment nous toucher parce qu'on l'a senti, cette différence-là, directement. C'était pas, ouais, ça se percevait. Là. Oui, parce que c'est un contact direct avec un de nos clients qui nous a remercié de sa confiance. Mais ça arrive à que ce soit démarrage. On fait beaucoup aussi c'est moins visible, là. Mais à la SADC, il y a beaucoup d'aide technique. Donc, nos conseillers vont accompagner les entrepreneurs. Je peux lever la main. Bon. Sérieusement, combien de fois la SADC m'a aidé? Là? Tu l'as vécu, puis ça, c'est des choses qu'on ne peut pas quantifier. Mais il y a une expertise, puis il y a une connaissance aussi de l'entrepreneur. En étant client, par exemple, ben, le conseiller va bâtir sa relation à travers les années, à travers ton prêt, puis il va suivre ton évolution. Puis si tu as des défis, ben, nos conseillers sont aptes à t'aider parce qu'ils te connaissent déjà. C'est des gens branchés sur le milieu, puis l'expérience est là. Puis, vraiment? Mais c'est des choses qu'on peut pas, c'est pas quantifiable, mais on sait ça qu'on fait la différence. Puis, je dis souvent, il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas l'émission de la SADC. Tu sais, j'ai des amis qui ne connaissent pas les SADC, mais là, je leur dis, ben, nous, là, on aide l'entrepreneur là où les autres institutions ne sont pas en mesure de le faire. Donc, souvent, la partie de financement qu'on fait, on le fait avec des partenaires. On va financer des éléments qui sont souvent plus difficiles à financer. Tu sais, on finance des fois, justement, en démarrage, mais il faut avoir confiance au plan d'affaires. Tu sais,
c'est du financement qui est différent de ce qui se fait en institution traditionnelle, puis c'est correct parce que c'est ça notre rôle. Puis on offre de la formation, et on a une belle offre de formation à travers toute l'année, puis à des prix qui sont ridiculement bas, mais ça fait partie de la mission dans le développement économique de la SADC. Ça fait partie de c'est vraiment d'épauler. Et vraiment épauler les entrepreneurs. Exactement. Les aider à évoluer. Puis j'ai toujours aimé le développement économique. J'aime l'économie, les affaires. Puis là, ça me permet de rester branché sur le milieu sans avoir les mains dedans. Puis cette espèce de position de gérant d'estrade-là, ça me plaît. Ça me plaît, c'est parfait, j'adore ça. Je reste branché sur le milieu. C'est ça, t'es dans l'action sans avoir les mains sales, mettons. Exactement, puis à un niveau plus stratégique. Parce qu'en étant sur un CA, on prend des décisions stratégiques pour l'organisation. Puis en prenant des décisions stratégiques pour la SADC, on sait qu'on prend des décisions stratégiques aussi pour le développement économique de la région. Parce qu'on sait que ça va avoir un impact, les décisions qu'on prend à la SADC, parce que ça va moduler le futur de l'organisation. Puis on sait qu'on va toucher nos clients en le faisant. Fait que ça me plaît beaucoup. Avec les années, c'est normal, on remet en cause certaines implications, certains choix, mais la SADC n'a jamais fait partie des implications que j'ai remis en cause. Parce que j'aime ce que je fais là-bas, puis je crois en la mission, puis je vois l'impact. Il y a une notoriété. Oui, puis c'est pas difficile de se déplacer, puis 2 fois par mois de se voir, puis de travailler, puis de se questionner, puis de débattre, c'est vraiment un plaisir. C'est vraiment un plaisir. C'est même en partie grâce à eux, là, cette discussion-là, parce que quand même, ça se passe ici à la SADC, d'ailleurs, cette conversation. Oui. Avant de terminer, je ne sais pas si tu as quelque chose à nous partager, un projet futur ou une phrase, un slogan. Ouais. J'ai rien. De l'argent, n'est-ce pas? En fait, non. En fait, c'est que, tu sais, c'est le contraire. Les projets, là, j'en ai moins. Puis ça me plaît. Ça me plaît. Ça fait du bien. Il faut recharger, il faut changer. Je dis pas que j'en aurai jamais d'autres projets. Mais je pense que ça fait partie du parcours de prendre un pas de recul, un temps d'arrêt, puis après ça, de rebondir, mais avec une vision différente, avec des batteries rechargées ou avec une énergie. De batterie lithium, c'est une nouvelle technologie de batterie, mais non, c'est vraiment... Puis je pense que souvent, les entrepreneurs négligent ça aussi de recharger leur batterie. Ils pensent qu'ils sont Superman, ils pensent qu'ils vont être capables de faire ça toute leur vie. Il y a aussi la crainte de justement mettre pause, hein, parce que tu veux pas que la roue elle roule. Oui, tu as peur de te faire oublier, tu as peur de plus être dedans, mais c'est le contraire. C'est le contraire. Je pense qu'un entrepreneur qui est capable de faire une pause, évidemment, s'il peut le faire, ça va faire de lui un meilleur entrepreneur. Une pause calculée. Ouais, absolument. Super. Je te remercie beaucoup, François. Ça m'a fait très apprécié. Très plaisir. Et merci. J'aimerais terminer en disant chaque parcours est unique et chaque réussite commence par un premier pas.